République de Platon, livre 3e, suite. Mais parle et ne crains point. Je vais donc le faire, quoique je ne sache de quelle audace et de quelles expressions j'userai pour cela. Et j'essaierai de persuader d'abord aux chefs et aux soldats, ensuite aux autres citoyens, que tout ce que nous leur avons appris en les élevant et les instruisant, tout ce dont ils croyaient avoir le sentiment et l'expérience, n'était pour ainsi dire que songe, qu'en réalité ils étaient alors formés et élevés au sein de la terre, eux, leurs armes et tout ce qui leur appartient. Qu'après les avoir entièrement formés, la terre, leur mère, les a mis au jour. Que dès lors, ils doivent regarder la contrée qu'ils habitent comme leur mère et leur nourrice, la défendre contre qui l'attaquerait, et traiter les autres citoyens en frères, en fils de la terre comme eux. Ce n'est point sans raison que tu éprouvais de la honte à dire ce mensonge. Oui, avouai-je, j'avais de fort bonnes raisons. Mais écoute néanmoins le reste de la fable. Vous êtes tous frères dans la cité, leur dirons-nous. Continuons cette fiction, mais le Dieu qui vous a formés a fait entrer de l'or dans la composition de ceux d'entre vous qui sont capables de commander. Aussi sont-ils les plus précieux. Il a mêlé de l'argent dans la composition des auxiliaires, du fer et de l'airain dans celle des laboureurs et des autres artisans. Pour l'ordinaire, vous engendrerez des enfants semblables à vous-même. Mais comme vous êtes tous parents, il peut arriver que de l'or naisse un rejeton d'argent, de l'argent un rejeton d'or, et que les mêmes transmutations se produisent entre les autres métaux. Aussi, avant tout et surtout, le Dieu ordonne-t-il aux magistrats de surveiller attentivement les enfants, de prendre bien garde au métal qui se trouve mêlé à leur âme. Et si leurs propres fils ont quelque mélange d'airain ou de fer, d'être sans pitié pour eux, et de leur accorder le genre d'honneur dû à leur nature, en les reléguant dans la classe des artisans et des laboureurs. Mais si de ces derniers naît un enfant dont l'âme contienne de l'or ou de l'argent, le Dieu veut qu'on l'honore en l'élevant soit au rang de gardien, soit à celui d'auxiliaire, parce qu'un oracle affirme que la cité périra quand elle sera gardée par le fer ou par l'airain. Sais-tu quelque moyen de faire croire cette fable ? Aucun, répondit-il, du moins pour les hommes dont tu parles. Mais on pourra la faire croire à leurs fils, à leurs descendants et aux générations suivantes. Et cela sera bien propre à leur inspirer plus de dévouement pour la cité et leurs concitoyens, car je crois comprendre ce que tu veux dire. Donc, notre invention ira par les voies où il plaira à la renommée de la mener. Pour nous, armons ces fils de la terre et faisons-les avancer sous la conduite de leur chef. Qu'ils approchent et choisissent l'endroit de la cité le plus favorable pour camper, celui où ils seront le mieux à portée de contenir les citoyens de l'intérieur. S'il en est qui refusent d'obéir aux lois et de repousser les attaques de l'extérieur, si l'ennemi, comme un loup, vient fondre sur le troupeau. Après avoir établi leur camp et sacrifié à qui il convient, qu'ils dressent leur tente, n'est-ce pas ? Oui, dit-il. Telle qu'elle puisse les protéger du froid et de la chaleur ? Sans doute, car il me semble que tu veux parler de leurs habitations. Oui, répondis-je, d'habitations de soldats et non d'hommes d'affaires. En quoi entends-tu, demanda-t-il, que les unes diffèrent des autres ? Je vais tâcher de te l'expliquer. La chose la plus terrible et la plus honteuse que puissent faire des bergers, c'est d'élever pour les aider à garder leurs troupeaux des chiens que l'intempérance, la faim ou quelque vicieuse habitude porteraient à nuire aux moutons et à devenir semblables à des loups de chiens qu'ils devraient être. C'est une chose terrible, assurément. Ne faut-il pas prendre toutes les précautions possibles pour que nos auxiliaires n'agissent pas de la sorte à l'égard des citoyens, puisqu'ils sont plus forts qu'eux, et qu'ils ne deviennent semblables à des maîtres sauvages au lieu de rester de bienveillants alliés ? Il faut y prendre garde, dit-il.
Or la meilleure des précautions ne consiste-t-elle pas à leur donner une éducation réellement belle ? Mais ils l'ont reçue, fit-il remarquer. Il n'est pas permis de l'affirmer, mon cher Glaucon, mais nous pouvons dire, comme je le faisais tout à l'heure, qu'ils doivent recevoir la bonne éducation, quelle qu'elle soit, s'ils veulent posséder ce qui, mieux que toute autre chose, les rendra doux entre eux et envers ceux dont ils ont la garde. Tu as raison, avoua-t-il. Outre cette éducation, tout homme sensé reconnaîtra qu'il faut leur donner des habitations et des biens qui ne les empêchent pas d'être des gardiens aussi parfaits que possible et qui ne les portent point à nuire aux autres citoyens. Et il sera dans le vrai. Voilà donc, repris-je, si pour être tels, ils doivent vivre et se loger de la façon que je vais dire. D'abord, aucun d'eux ne possédera rien en propre, hors les objets de première nécessité. Ensuite, on n'aura d'habitation ni de magasin où tout le monde ne puisse entrer. Quant à la nourriture nécessaire à des athlètes guerriers, sobres et courageux, ils la recevront des autres citoyens comme salaire de la garde qu'ils assurent, en quantité suffisante pour une année, de sorte à n'en avoir point de reste et à n'en point manquer. Ils prendront leur repas ensemble et vivront en commun, comme des soldats en campagne. Pour l'or et l'argent, on leur dira qu'ils ont toujours dans leur âme les métaux qu'ils ont reçus des dieux, qu'ils n'ont pas besoin de ceux des hommes, et qu'il est impie de souiller la possession de l'or divin en la joignant à celle de l'or mortel, parce que beaucoup de crimes ont été commis pour le métal monnayé du vulgaire, tandis que le leur est pur. Qu'à eux seuls, entre les habitants de la cité, il n'est pas permis de manier et de toucher de l'or, ni d'aller sous un toit où ils s'en trouvent, ni d'en porter sur eux, ni de boire dans des coupes d'argent ou d'or, qu'ainsi ils se sauveront eux-mêmes et sauveront la cité. Au contraire, dès qu'ils auront en propre de la terre, des maisons et de l'argent, de gardiens qu'ils étaient, ils deviendront économes et laboureurs, et d'alliés, despotes ennemis des autres citoyens. Ils passeront leur vie à haïr et à être haïs, à comploter et à être en but au complot, craignant beaucoup plus les adversaires du dedans que ceux du dehors, et courant aux extrêmes bords de la ruine, eux et le reste de la cité. Pour toutes ces raisons, dirons-nous qu'il faut pourvoir les gardiens de logement et de possession, comme je l'ai indiqué, et ferons-nous une loi en conséquence ou non ? Oui, assurément, dit-il.